Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième édition de Atelier 11, qui est l'émission des sociaux engagés du média, qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs du Média TV. Moi, je suis Antoine, c'est écrit quelque part par là. Au-dessus de moi, il y a Serge Victor qui va m'accompagner. Il y a aussi Michel qui est dans le chat et qu'on salue. Salut Michel. Et nous recevons aujourd'hui Théo Cazenave et Filippo Ortona et quelqu'un derrière, on ne sait pas trop qui c'est. Salut Théo, salut Filippo et salut Taha. Merci d'être avec nous tous les deux, tous les trois. Donc vous êtes tous les deux, mais même tous les trois, journalistes au pôle enquête du média. L'objectif de cette émission, c'est d'en savoir un petit peu plus sur vous et sur votre travail, sur votre engagement aux médias. Je vais laisser Serge Victor commencer par poser une première question, introduire un petit peu la suite de l'émission. Oui, alors Ta, on le voit souvent à l'écran. Par contre, c'est vrai que Théo et Filippo, vous êtes un petit peu plus en coulisses. Alors, Filippo plus derrière la caméra, et puis Théo, je crois que tu t'occupes plus de la partie presse écrite. Du coup, on aurait aimé savoir un petit peu quel est votre parcours à chacun. Comment vous êtes arrivé aux médias, après quelles aventures? Pour faire court, je viens de la campagne landaise dans le sud-ouest et j'ai fait mes études à Bordeaux et au Maroc. Je me suis orienté en fin d'études vers les sciences sociales et puis je faisais une partie de mes études au Maroc et j'ai commencé à piger, à travailler là-bas avec des journaux marocains. Le Desk, par exemple? Ouais, voilà exactement, le Desk, une plateforme indépendante qui s'est montée avec pas mal de journalistes assez critiques là-bas et qui aujourd'hui sont pas mal emmerdés pour leur travail sérieux là-bas, dont on a notamment un ancien collègue, Omar Hadi, qui est actuellement en prison pour son travail. Et après ça, quand je suis rentré en France, j'ai continué à piger. J'avais suivi de près la création du média parce que j'étais pas mal intéressé par justement cette tentative commune de se libérer des choses qui entravent la pratique d'un journalisme vraiment indépendant. Et j'ai commencé petit à petit à piger avec le média sur mes sujets de prédilection. Et puis, finalement, ça s'est fait assez naturellement, mon arrivée ici à Montreuil. Et ça fait 2 ans là que je suis sur place et que je m'occupe donc des contenus écrits et des enquêtes avec Filippo. Je crois même que ça fait 3 ans, non? Ça fait 3 ans, exactement. Ça fait, ouais, c'est ça. Ça fait exactement 3 ans que je bosse ici. D'accord. Enfin, on peut dire quand même que dans tes débuts, tu as pigé pour Vice, pour Le Monde diplomatique, donc c'est quand même pas rien. Voilà, ça mérite quand même d'être dit, ce sont des belles références. Oh, mais c'est gentil. Tu as succédé à la tête du pôle presse écrite à Kevin Boucault-Victoire, c'est ça? C'est Kevin Boucault-Victoire qui gérait l'écrit avant, qui aujourd'hui est parti, qui s'occupe des pages ID à Marianne. Voilà. Et, non. No comment. Ça jette un blanc. On n'est pas d'accord sur tout, mais il est très sympa et c'est un bon journaliste. Et ouais, c'est ça. Et puis, on a essayé, j'en parlerai peut-être après, mais depuis, on a refondu le site internet et on a essayé d'impulser quelques trucs un peu nouveaux sur les contenus écrits et sur les enquêtes aussi. C'est le cœur de notre travail aujourd'hui. Alors, pour être complètement précis, on peut dire que c'est peut-être un point commun entre vous deux, même si c'est pas dans les mêmes conditions, mais vous êtes tous les deux passés par Sciences Po. Ah oui. Oui. Malheureusement. Voilà. Donc toi, Théo, tu as fait le cursus complet de Sciences Po à Sciences Po Bordeaux. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. On va demander la même chose à Filippo alors. Donc toi aussi, tu es passé par Sciences Po, par Erasmus, non? Alors moi, je viens de Turan. Je suis arrivé en France en 2012-13 pour justement faire un Erasmus en philo, en inter. Et puis je me suis un peu incrusté ici. Et je suis entré dans les masters de l'école de journalisme de Sciences Po après ma licence. Et donc c'est comme ça un peu que j'ai commencé un peu à travailler assez vite. Et je suis arrivé aux médias un peu par hasard en réalité, parce que je n'avais pas trop suivi les lancements du média. J'étais pas non plus je connaissais pas des gens aux médias en fait. Mais je suis arrivé plus ou moins en même temps que j'ai commencé à piger aux médias, plus ou moins en même temps que c'était la période où Denis Robert arrivait en gros. Donc c'était plus ou moins cette période. J'ai commencé à piger un peu d'abord en écrit. Puis ils ont découvert que je savais aussi faire des vidéos. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos pour le média. Et puis finalement, j'étais pris un contrat. Donc ça fait presque 12 ans. 2 ans.
Ah, mais en avril, je Tu me sauras rappelle mieux que moi, je pense. que je traîne ici. Ouais, toi, tu as plus un profil JRI, c'est ça, un JRI, c'est-à-dire journaliste, reporter d'images. En gros, plus dans une optique audiovisuelle. Et c'est pour ça que tu peux être complémentaire avec Théo, qui lui a plus un profil écrit a priori. Et t'es un peu dans les reportages d'équipe, t'es un peu celui qui tient la caméra, quoi. Enfin, un peu, complètement même. Que ça soit avec Taha, avec Théo. En général, oui. C'est moi qui suis plutôt derrière la caméra. C'est le meilleur. Commentaire de Taha. C'est ça. Parce que du coup, c'est toi qui filmes les reportages de Le plus Taha. En souvent, fait. oui. Alors, toi aussi, hein, avant le média, tu as eu plusieurs expériences professionnelles assez diverses. Alors, j'ai noté, tu es passé par Mediapart, notamment. J'ai fait une fois un article pour Mediapart. Je suis pas Ça, vraiment... ça compte. J'ai noté Ciné mensuel. Ouais. Ouais, ça, oui. Libération. Ouais, j'ai fait un stage et puis j'étais pigiste quelques mois. Quand Alors, j'étais, ouais. j'ai lu que tu étais correspondant pour Libération à Hong Kong. Ouais. Ça, c'est vrai. Et Première pige payée en France, j'ai eu la chance de me retrouver au bon endroit au bon moment. Donc, j'ai mené de faire un stage en plus à Libé, au service Monde. D'accord. Et, Et du coup, bah, ça t'a permis de connaître un petit peu Hong Kong et d'y retourner pour le média pour faire ce fameux reportage qui t'a valu les honneurs de la profession, puisque tu as été, le reportage a été nominé aux Dig Awards l'année dernière, même s'il n'a pas gagné. C'est une ONG qui est un centre de ressources qui fait du réseautage pour les journalistes d'investigation et qui propose un festival annuel avec une remise de prix pour les meilleurs reportages d'investigation dans différentes catégories. Voilà. Bravo à toi, parce que comme tu l'as fait remarquer, c'est la cour des grands. Hein. C'est Arte, c'est Al Jazeera, c'est la BBC, ce sont les plus grands broadcasts internationaux, quoi. Ouais, non, c'était vraiment très cool de se retrouver parmi eux. Je pense qu'on avait les reportages étaient très bons, on avait toute notre place. Après, je pense aussi que celui qui a gagné était vraiment un très très bon reportage et a tout à fait mérité. D'ailleurs, il a même gagné aussi le prix Bayou Calvados des correspondants des guerres. Parce que c'est vraiment un excellent travail. C'est sur il a suivi la route des migrants au Yémen et c'est vraiment très très fort. Et tu as même écrit dans le forum que si tu avais été dans le jury, tu aurais voté pour lui. Ouais, grave. Ouais. Et c'était fait avec des moyens que malheureusement nous, on ne peut pas se permettre, mais c'était vraiment un excellent travail. Pas encore. Pas encore. Tu as fait aussi d'autres documentaires pour le média. Bon, il y a celui sur Hong Kong qui a été très remarqué, mais tu en avais fait un sur le Liban aussi, qui était vraiment bien. On avait remarqué que également tu avais fait, alors je ne sais pas quel était ton rôle dedans, mais tu avais fait aussi une vidéo avec Maxime Renaï, je crois, sur l'optimisation fiscale. Procter & Gamble. En fait, Maxime m'a mis en contact avec la source qui nous a tout donné dans cette affaire. Donc après, nous avons plus ou moins procédé tout seul, quoi. Et ce qui a été très intéressant, après, avec son expertise sur certains trucs, évidemment. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était que déjà comprendre tous les montages fiscaux et puis aussi réfléchir à comment les raconter. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est un sujet, je pense, qui n'est pas beaucoup traité dans la presse et notamment dans les milieux audiovisuels parce que c'est vraiment très compliqué à expliquer. J'espère qu'on a quand même réussi à faire comprendre 2-3 trucs. Mais ça nous a pris pas mal d'efforts pour mettre en image tout ça et trouver un commentaire qui aille avec. Finalement, j'étais plutôt content du résultat. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Justement, j'allais revenir, parce que c'est l'occasion de revenir à Théo, parce que Théo, toi aussi, tu as mené des enquêtes qui partent un petit peu dans les paradis fiscaux. Avec Maxime aussi, tu as travaillé avec Maxime. Tu as travaillé aussi avec Thomas Dietrich, Ouais. qui est un petit peu moins connu des sociaux et pourtant qui a fait un gros boulot d'enquête. Notamment, tu as travaillé sur l'usine Alteo de Gardanne, qui a des ramifications un petit peu dans les paradis fiscaux, des relations avec des dignitaires africains. Il y a une question aussi écologique sur cette usine-là. Je pense aussi au reportage que tu as fait sur le business des EHPAD et de l'assurance vie. Ouais. Là aussi, il y a une question d'optimisation fiscale.
Donc finalement, ça se recoupe, que ce soit à l'écrit pour toi surtout, ou plutôt en image pour Filippo. Voilà, finalement, il y a une espèce de certaine logique dans le travail qui est effectué au sein du pôle enquête. Ouais, c'est ça. Et globalement, si tu veux, les questions d'évasion ou d'optimisation fiscale, c'est quelque chose sur lequel on bosse depuis que tu es là, peut-être, donc 1 an et demi. Ouais, en fait, depuis l'arrivée de Maxime Renaï, qui nous a un peu, Ouais. qui nous a appris quand même pas mal de choses. Et, depuis l'arrivée de Maxime, on a commencé à s'intéresser à ça et on s'est pas mal formé parce que de l'extérieur, moi, j'y connaissais pas grand-chose, toi, je sais pas non plus. pas trop. Quand on rentre dedans, c'est quand même c'est des sujets assez complexes avec tout un vocabulaire technique, des documents souvent publics, mais pas évidents d'accès. Et puis, après, c'est des notions de finance. Il faut comprendre des montages financiers assez complexes. Les montages, et c'est des montages qui sont volontairement complexes, justement, pour cacher leur utilité. Et oui, c'est vrai que c'est de bons exemples. Alteo Gardan, par exemple, c'est une usine dans le sud-est qui effectivement, il y avait une polémique écologique autour de cette usine, mais surtout, elle fabrique de l'alumine, et l'alumine, le marché est assez moyen, donc elle allait être revendue. Et parmi les repreneurs, il se trouve qu'il y a un businessman proche d'Alpha Condé, donc le président guinéen, et que ce racheteur qui a obtenu donc la reprise de l'usine a toutes ces structures immatriculées aux Seychelles et aux îles Vierges britanniques, donc dans des endroits financièrement très opaques et où il y a des conditions fiscales hyper avantageuses. Et du coup, nous, on s'intéresse à ça parce que c'est à la fois le moyen de mêler de l'enquête sur la fiscalité, et en même temps, c'est une situation très pratique qui touche les ouvriers d'Alteo Gardan, qui potentiellement sont mis entre les mains d'un repreneur dont on ne sait pas vraiment quels sont les buts et dont on ne connaît pas vraiment la santé financière de toutes ces structures, vu qu'elles sont dans des endroits où on leur garantit une certaine opacité financière. Donc ça, c'est un exemple de sujet qui mêle, c'est ce que Filippo essaie de faire aussi avec Procter & Gamble, peut-être, de mêler ces situations concrètes des ouvriers qui subissent les choix managériaux et les choix des actionnaires de défiscaliser, d'envoyer dans les paradis fiscaux. Ouais, c'est un peu notre angle à nous sur ces questions-là. Parce que, en fait, c'est une question qui est difficile de traiter sans un angle très précis, je pense. Et ça devient vite chiante aussi pour la public. Et donc, notre angle à nous, c'est quand on peut d'essayer de ramener ça, par exemple, aux travailleurs, aux travailleuses qui subissent les conséquences. Il y a encore un autre aspect du travail aussi de Filippo que j'avais noté, qui est la couverture d'accidents du travail, enfin de morts au travail. Il m'a semblé que tu chapeautais un peu ça. Il y a eu déjà plusieurs vidéos là-dessus, où tu n'es pas d'ailleurs tout seul forcément à travailler là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire Oui, alors plus? ça, c'était un projet qu'on avait lancé déjà quand il y avait encore Denis, mais on avait réussi à faire qu'un épisode. Donc là, on en est au 3e, je suis en train de tourner le 4e, mais on a un 5e qui est déjà prévu. Donc l'idée de cette série, c'est très simple. C'est, en gros, pourquoi on ne parle pas des accidents. C'est trop une façon de parler des accidents au travail, des morts au travail, qui soit totalement à l'encontre de comment elle est traitée aujourd'hui, où elle est souvent laissée vraiment à la marge du discours médiatique. Très souvent, ce sont des chiffres, on parle des chiffres, des statistiques assez anonymes, ou des petits faits divers, ou très souvent d'ailleurs on ne publie même pas les noms de la personne ni les vraies dynamiques de l'accident. Alors l'idée de la série, c'est vraiment une série qui a un procédé très simple de déduction. On part d'un fait, d'une mort ou d'un accident au travail en particulier. Et à travers le témoignage des proches, déjà on restitue un peu la biographie de la personne, et puis le témoignage des collègues, et puis les documents judiciaires, et les témoignages aussi judiciaires viennent expliquer la dynamique d'un accident au travail, ce qui nous permet aussi de parler de ce que c'est qu'un travail, qu'est-ce que c'est qu'une tâche, c'est quoi les risques. Donc ça nous permet aussi de mettre un nom sur ces accidents. Ça nous permet aussi en fait de parler du travail de façon complètement différente, et d'expliquer qu'est-ce qu'un accident au travail, c'est quoi ses effets, pourquoi c'est important, et donc restituer selon moi un peu
des sociales, un peu de solidité, de concrétiser un peu ces histoires qui sont très souvent invisibilisées. Et donc, on essaie encore de trouver la formule, mais en gros, c'est un vrai mélange, c'est un peu un mélange, pour moi, un peu inédit, mais de genres et pratiques journalistiques tout à fait vieilles et communes. Donc, c'est un peu d'enquête judiciaire, c'est un peu d'enquête de terrain, c'est un peu des reportages, c'est un peu des témoignages. Ce sont des procédés très classiques dans le journalisme, mais qu'on essaie de mélanger de façon un peu nouvelle, justement pour mieux parler du travail, du monde du travail, des accidents, de ce que ça veut dire, etc., etc. Je dois dire que pour l'instant, on a d'assez bons retours. Il y a souvent aussi des travailleurs ou des travailleuses qui sont touchés par ces histoires qui viennent commenter sur la vidéo. C'est assez particulier comme truc. J'aimerais bien avoir votre retour sur ces trucs. Bah, moi, je suis un grand fan du travail de Philippot, je dois avouer. Donc, je suis un peu groupie en la matière. Alors, je trouve que oui, il y a vraiment une patte particulière, quoi, tant sur l'image que sur l'angle choisi. Donc, oui, ça dénote, je trouve, par rapport au travail journalistique classique. Il y a vraiment quelque chose qui se détache en plus. Il y a un côté humain vraiment poignant dans certains sujets traités. Donc oui, moi j'espère que ça va continuer. Ouais, moi je rajouterais que la nouveauté et l'intérêt, c'est de réhumaniser les accidents du travail et pas de les traiter comme le font habituellement quand c'est traité par les médias, sous forme de statistiques. C'est vraiment important de bien comprendre qu'il y a des gens qui sont abîmés par leur travail et il y a des gens qui perdent leur vie à cause du travail et que ce sont des personnes et que ce ne sont pas des chiffres et des accidents et des statistiques. Voilà. Donc, ça, c'est mon retour personnel. Et ben, ça tombe bien parce qu'une petite transition à propos d'accidents du travail, c'est encore pour toi, Philippot. Le 21 novembre dernier, tu as été toi-même victime d'un drôle d'accident du travail, puisque tu as été, on va dire, agressé en reportage par un policier au cours d'une manif Stop Sécurité Globale, qui t'a fait tomber et qui a dans la chute, ton matériel a été cassé. Donc, la question, c'est est-ce que c'est plus dangereux de travailler aujourd'hui à Paris qu'au Liban? C'est une bonne question. Je dirais quand même à Paris. Parce que Oui. au Liban, déjà, ça dépend d'où au Liban. Travailler dans un camp des réfugiés, c'est pas pareil que travailler dans les centres de Beyrouth. Je pense néanmoins que c'est assez particulier ce qui m'est arrivé ce soir-là. Pas tant parce que finalement, si c'est rien passé de très grave, je veux dire, je m'en suis sorti avec un bleu sur le coude et une partie de la caméra cassée qui a été vite réparée. Donc, c'était rien de très grave. Mais ce qui m'a frappé après, en regardant les vidéos, et heureusement qu'il y avait des gens qui filmaient, c'est qu'on voit très clairement, moi, je suis très clairement un habit de journaliste. J'ai un casque, il y a écrit télé, j'ai mon brassard de presse, j'ai une grosse caméra dans la main. En plus, je suis placé bien à côté de l'action, donc je suis aussi dans la position de journaliste, et c'est clair que je suis un journaliste. Et on voit bien dans la vidéo qu'il y a un policier qui me vise exprès. Et je pense que c'est parce que c'est en tant que journaliste qu'on a visé. On n'a pas visé moi spécifiquement. Je pense qu'un autre journaliste dans ma même position aurait subi le même traitement. Et bon, c'est devenu désormais comme ça banal de les dire, mais en fait, c'est pas du tout rassurant, c'est pas du tout normal que ça arrive un truc comme ça, que désormais ce soit devenu l'habitude, que désormais, toutes les manifs, il y a quelque chose de ces gens qui arrivent. Et d'ailleurs, si j'aurais été un journaliste pigiste comme tant d'autres qui couvrent ce type de trucs, réparer la caméra aurait été beaucoup plus difficile. Enfin, heureusement que je fais partie de ces journalistes très privilégiés qui sont en CDI dans une boîte et qui ont les moyens aussi de se faire soutenir. Et est-ce que, du coup, à ce titre, enfin, à titre personnel, ou est-ce que le média, dans son ensemble, participe au collectif des reporters en colère qui s'est monté un petit peu justement suite aux actions policières qui visent à empêcher le travail des journalistes dans les manifestations? Ta, il est, je pense, Oui. fondateur de LAC. Il y a aussi Nicolas Maillard qui en fait partie.
Moi, je suis pas membre, mais c'est pas faute de. Enfin, c'est juste, on n'a jamais. Je les ai jamais rencontrés, mais c'est pas un choix politique ou quoi. Je les aime bien et je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils font. Après, les médias, via la section CGT et notamment l'activité des RMI, est très engagée dans la coordination contre la sécurité globale. Et Ouais. a aussi joué un rôle important dans cette mobilisation-là. Donc, Ouais. voilà. Alors, il y a une question pour Théo dans le chat. Il y a Edian, toujours, qui dit « Il me semble que Théo était en mode photo pendant les manifs Gilets jaunes. A-t-il vu ou vécu, comme Philippot, une expérience violente ou stressante ?» Est-ce que toi aussi, tu as été plus ou moins victime de l'empêchement policier, on va dire? Bon, alors moi, je fais beaucoup moins d'images et je faisais quelques photos effectivement à Bordeaux pour la couverture, notamment sur les réseaux du média. Je suis beaucoup moins pro, donc je sais pas filmer aussi près des lignes policières. Mais c'est peut-être juste anecdotique, mais je me suis retrouvé mis en joue par un flashball à peu près 2 mètres et c'est vrai que j'ai eu un petit avant-après dans les manifs parce que ça m'a bien refroidi quand même et je trouve que globalement l'ambiance est tendue et notamment pour nous c'est beaucoup plus facile de passer pas mal de contrôles avec les cartes de presse, mais notamment pour tous les confrères et toutes les consoeurs pigistes ou journalistes indépendants ou tout cet entre-deux qui s'est créé il y a quelques années et qui est porteur de plein d'espoir pour le métier, mais qui du coup est aussi à la merci de la répression de la police, quoi. Oui, on pense à Rémi Buisine qui a un peu créé un genre, hein, qui a été le premier avec sur Twitter et Periscope à l'époque à faire du live, dans les manifs. Il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant. Bon, lui, il est devenu journaliste professionnel, mais c'est pas le cas de la plupart de ceux qui font ça régulièrement et qui risquent à tout moment, parce qu'ils n'ont pas de carte de presse, ou souvent qui ont créé leur petite structure de presse indépendante, ils sont auto-entrepreneurs, ils essayent de vivoter comme ils peuvent, quoi, et donc ils n'ont pas de carte de presse, et eux, ils sont la cible privilégiée des forces de l'ordre, hein, j'ai l'impression, parce que c'est eux qui vont aussi au plus près, qui sont le plus discrets avec leur téléphone, etc. Et il y a beaucoup des révélations de violences policières qui ont pu être faites grâce à ces personnes-là. Absolument. Bien sûr, je pense que sur ce cas-là, on est un bon exemple. Oui, bien sûr, oui aussi. Il a commencé, les informations que personne d'autre ne sortait, qu'il a sorties, auxquelles il a pu donner une énorme résonance sur les réseaux, et tout le côté insécurisant qu'avait son non-statut à l'époque, et ça l'a exposé aux violences de la police, mais aussi aux attaques racistes et tout ce qui va avec, quoi. Absolument. Oui. D'ailleurs, il a été blessé par la police, Ta. Oui, vous en parlerez peut-être un jour avec lui, mais on ne va pas parler à sa place non plus, mais c'est un vrai cas d'intimidation, violence très grave de la part de la police. D'ailleurs, un jeune journaliste à Boix, il a 23 ans. Donc, quand après on parle de cet excellent journaliste, on parle d'un très jeune journaliste et qui prend très très cher. Ouais. Alors, je vous propose de prendre une dernière question dans le chat, parce qu'il y en a encore une. Donc, la question, c'est de savoir quels sont les droits ou les passe-droits ou les passe-partout que permet la carte de presse, notamment en manifestation. Et à la réalité, c'est une question assez compliquée parce que en France, tout le monde peut être journaliste. Il n'y a pas un ordre des médecins, par exemple, il n'y a pas un ordre des journalistes comme en Italie qui décide qui est journaliste, qui ne l'est pas. La carte de presse atteste seulement qu'en gros, la majorité des vos revenus proviennent de l'entreprise de presse. Donc en réalité, sur la voie publique, je ne suis pas sûr 100%, mais je pense que c'est ça, on peut filmer librement. En réalité, il n'y a pas de raison pour laquelle les journalistes auraient plus de droits sur manifestations publiques que d'autres. Donc en réalité, c'est pas très formel tout ça, c'est assez discrétionnel, c'est très politique en réalité. C'est ça, on peut même dire que
le fait que la police croit ou veut croire que la carte de presse est obligatoire pour faire du journalisme, c'est un petit peu, ce qu'on disait déjà tout à l'heure, une façon de repousser la prolifération des caméras d'excellente qualité un petit peu partout, qui permettent de plus rien rater, quoi. Il y aura Après, traditionnellement, la carte de presse, par exemple, il y a un attentat quelque part, il y a un périmètre de sécurité qui est établi, mais pour autant, il y aura des journalistes qui voudront avoir des images. Donc, la carte de presse, j'imagine, peut permettre à préfecture dans ce type de cas de dire, bon, OK, on va faire quand même rentrer quelques journalistes, et donc la carte de presse peut leur servir. J'ai pu imaginer un cas discrétionnaire de ce type qui me semble justifié, je ne sais pas si sur le droit, mais au moins sur le contenu, sur les fonds de trucs. Mais c'est clair que depuis, en gros, depuis 2016, depuis les manifestations contre la loi travail, en gros, depuis l'état d'urgence et ces manifestations-là, j'ai l'impression qu'il y a un débat très politique qui se cristallise autour de la carte de presse. Et moi, comment dire, et après, ça déclenche plein d'autres débats aussi, parce que c'est aussi la carte de presse, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très, très utile. En même temps, ça peut être aussi une protection contre la précarisation du métier. Et il y a un vrai débat là-dessus, et ça fait partie du débat malgré tout. Mais ceci dit, si rapidement sur la carte de presse, c'est vrai que voilà, c'est ça tout le problème avec notamment la commission de la carte de presse, c'est que c'est pas aussi simple que pour protéger tout le monde de la donner à tous les gens qui la demandent, parce qu'il y a aussi un enjeu dans le journalisme de lutter contre les atteintes au droit du travail, et notamment tous les patrons de presse qui essaient de payer en facture ou en droit d'auteur. Et la carte de presse, c'est aussi une reconnaissance du fait qu'on a été payé régulièrement en salaire. Et du coup, c'est un outil imparfait qui permet de garantir ça, le paiement en salaire. Donc, la solution n'est toujours pas trouvée sur comment on fait, et à la fois pour protéger le droit du travail des journalistes, et surtout pour protéger tous nos confrères journalistes en manif qui n'ont pas de carte. C'est une question assez complexe. On va passer à la deuxième partie, donc parler peut-être un petit peu plus de votre travail, comment ça s'organise aux médias. J'avais vu, je crois que c'est Philippe aussi dans le forum des sociaux qui avait, à propos de Taha, d'ailleurs, je ne sais pas si Taha il est encore là, il est encore derrière vous. Philippot, tu avais dit à un socio, Taha il vient juste d'arriver, il faut qu'il s'adapte. Est-ce qu'il y a une façon spéciale de travailler au pôle enquête du média? Oui et non. Taha, c'est quelqu'un je disais ça aussi parce que par rapport au fait que Taha n'avait jamais travaillé dans l'audiovisuel, donc il commence, et je pense qu'il commence très bien. Et puis, bien sûr, après nous avons aux médias, un modèle de production où, comme vous pouvez imaginer, c'est plusieurs personnes qui sont concernées, puisqu'il y a les journalistes qui enquêtent sur un sujet, puis il faut qu'on parte les tourner, puis il faut regarder les rushs, puis il faut les monter, puis il faut l'habiller, puis il faut les diffuser sur plusieurs supports avec des textes qui l'accompagnent. Donc, ce sont tous des opérations qui demandent du travail et qui sont pas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une équipe qui est souvent invisible, mais sans laquelle rien ne pourrait être fait, qui compile les textes, qui se préoccupe que les choses soient en forme pour la diffusion, qui fait les sous-titres des vidéos, etc., etc. Et ça, c'est un travail collectif, souvent invisible, mais très, très important. Avec parfois du travail de correction qui est fait par des sociaux. Par les sociaux. Aussi. Heureusement. N'est-ce pas, Serge? On donne un petit coup de main de temps en temps. Ouais. Michel aussi, qui est sur le chat, participe aussi. Mais alors, ça, on imagine que dans tous les médias audiovisuels, il y a toute cette chaîne de production qui est classique, qui est un petit peu la même. Il y a beaucoup d'intervenants. Mais est-ce qu'il y a une spécificité aux médias? On peut se dire que ça ne se passe pas exactement de la même façon dans le choix des sujets. Éventuellement, comment ça se passe, par exemple, le choix des sujets? Qui les apporte? Qui les décide? Comment ça se passe? C'est une question assez large parce qu'il y a plusieurs choix pour faire des enquêtes. On peut soit travailler sur des enquêtes d'initiative. On décide de s'intéresser à un sujet en particulier, on creuse et on essaie de voir si on trouve quelque chose. Ou on peut travailler, après s'être construit une petite réputation avec les premières enquêtes qu'on a sorties, parce que des gens viennent nous voir, nous transmettre des informations qui vont être le début d'autres enquêtes. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est pas une spécificité, parce que
tout le monde fait ça, en gros. Moi, je pense que notre spécificité à nous, c'est le fait que nous, on n'a pas de formats. Et enfin, on a aussi des formats, mais globalement, les enquêtes qu'on fait, ce sont des enquêtes hors format. On n'a pas des minutes spécifiques à respecter. On n'a pas une narration qu'on doit à tout prix refaire de la même façon comme dans d'autres. Moi, par exemple, j'ai travaillé à un moment, j'étais à l'agence CAPA et j'ai travaillé sur le spécial investigation. Les spéciales investigations, c'était des documentaires d'investigation qui étaient sur Canal+ avant que Lorraine ne brûle complètement la chaîne. C'était quelque chose qui était très bien, mais qui était très formaté, qui avait son propre code, avait son langage, avait son tempo, avait ses jours de tournage qui étaient décidés à l'avance, ses jours de production qui étaient décidés à l'avance, etc., etc., etc. Nous, les enquêtes qu'on fait aux médias, en gros, nous, on a 3 sources nous-mêmes, quand on décidé de faire des enquêtes, quand on décide de faire des enquêtes initiatives. Et par exemple, les accidents au travail, ce sont presque tous des enquêtes initiatives. On a une autre source qui sont les gens qui viennent nous voir, qui ont des informations. Et la troisième source, c'est nos pigistes. C'est-à-dire, on a aussi un réseau de pigistes qui travaillent sur des enquêtes, typiquement comme Thomas Dietrich, mais là, on est aussi en train de travailler avec de jeunes journalistes sur une enquête sur la BPI qui va être très intéressante. Et après, la spécificité de nous-mêmes, c'est que voilà, nous n'avons pas de contraintes liées à un format spécifique qu'on doit à tout prix respecter à la seconde près, sinon ça ne va pas. Non, nous, on s'écale aussi selon les goûts des gens, selon les goûts des auteurs, selon les goûts des journalistes par rapport à comment ils pensent c'est mieux de raconter cette histoire, etc., etc. Et donc, par exemple, Procter & Gamble, pour parler de mes sujets, parce que c'est ce que je connais mieux, mais Procter & Gamble, par exemple, a un certain style, un certain langage, et puis, par exemple, on a fait une enquête sur un ado syrien qui était borgné, c'est un autre style, c'est un autre langage, et puis on fait un truc sur les EHPAD, c'est un article, c'est un autre style, c'est un autre langage, etc., etc. Voilà, globalement, c'est aussi que on a commencé au tout début à les faire à l'écrit, parce que c'est ce qu'on maîtrisait avant que Philippot arrive, et depuis qu'il est là, tout l'enjeu à chaque fois, c'est peut-être le truc spécifique aux médias, c'est de réfléchir à l'articulation entre l'écrit et la vidéo, dans le sens où on est une web télé, où on traite pas mal de sujets, donc de questions fiscales qui sont compliquées à raconter et à l'écrit et en vidéo. Donc voilà, peut-être cette spécificité-là, c'est cette réflexion sur comment on va rendre à la fois sur le site ou en vidéo le cœur de l'enquête compréhensible, comment on va la vendre. Vous fonctionnez en pôle, donc à l'intérieur d'une rédaction qui elle-même est collégiale. Maintenant, c'est la spécificité du média. Enfin, ça a été un enjeu d'ailleurs de la dernière crise, si j'ai bien compris. Du coup, le pôle enquête, c'est à la fois sur l'écrit et sur la vidéo. Oui, c'est ça. C'est que je dirais qu'on réfléchit au fond, ensemble, et la question de la forme vient après les éléments de fond. Enfin, l'avantage aussi qu'on a, mais ça peut être le cas partout, c'est qu'on passe pas mal de temps à vérifier le fond, et on fait un travail un peu silencieux parce que sur les enquêtes qu'on sort, pour une enquête qu'on sort, il y en a 3 ou 4 qu'on sort pas, parce que c'est ça aussi, les contraintes de l'enquête, c'est vérifier beaucoup d'informations, et parfois il y a des choses qui donnent rien, et donc il faut passer à autre chose. Mais parfois on a les infos, mais on n'a pas assez d'éléments pour les prouver, donc c'est tout simplement impubliable. Et parfois c'est dommage parce que voilà. Mais ça, c'est une contrainte professionnelle qui nous semble indispensable, et qui, dans un moment où elle n'est pas forcément respectée partout, où il y a de moins en moins d'enquêtes, et où ça devient parfois un élément marketing, nous on tient à ça, à garantir la fiabilité de nos infos, et aussi parce qu'il y a un enjeu par rapport à nos sources futures, c'est qu'en montrant qu'on est sérieux que les gens qui potentiellement veulent qu'on travaille sur des choses et ont des éléments à nous fournir peuvent nous contacter. Donc c'est vrai qu'on... Alors, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui vous apportent des sujets. Et donc ça veut dire que déjà le média a acquis une certaine crédibilité. Il y a pas mal d'affaires qui ont été sorties. Je pense à BFM, par exemple, ou là, tout dernièrement, l'histoire de l'esclavage à Paris d'Adjiti Al-Khali Animer. Alors ça, déjà, je ne sais pas comment vous avez eu cette info, mais c'est quand même énorme. Et alors, paradoxalement,
toutes les infos vraiment béton, vraiment sérieuses et potentiellement explosives que le média a sorties n'ont eu que très peu de retombées dans les grands médias, mais même souvent dans les autres médias indépendants. Ça n'arrive pas à buzzer, entre guillemets, sur Twitter, ça ne prend pas sur les réseaux sociaux, forcément. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, pour les médias indépendants, il est très dur, globalement, de se faire reprendre et de rentrer dans la boucle médiatique. C'est très rare que ça arrive. Et même pour Mediapart, d'ailleurs, c'est assez rare. Même si Mediapart, c'est désormais une composante tout à fait acceptée du panorama médiatique français. Cela n'empêche que ils sortent des infos des malades et très, très souvent, ils ne sont pas repris. Et donc, par exemple, pour moi, c'est assez significatif qu'ils soient, par exemple, repris partout quand ils publient un truc sur les dîners de François Desrugy, mais sur une enquête beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus importante et déstabilisante, très souvent, ils ne sont pas repris. C'est arrivé, Street Press, ça arrive parfois, notamment ça leur est arrivé sur les cas de violences policières, mais c'est extrêmement rare. Donc, nous, on n'a pas non plus, on voudrait bien que nos informations soient plus reprises. D'ailleurs, moi, j'étais personnellement très, très déçu que notre enquête sur AGT n'avait pas été au moins un tout petit peu reprise, puisque c'était vraiment dans l'actu des élections au Tchad qui survenaient 3 jours après. Enfin, et là, on a su, en fait, il y a RFI qui a appelé Thomas Dietrich, qui est l'auteur principal de cette enquête, pour faire un truc, et finalement, ça ne s'est pas fait. Nous, on pense qu'il y a aussi des pressions politiques, souvent, pour que ces trucs ne soient pas faits. Et puis, il y a sans doute un élément, c'est-à-dire que dans la doxa médiatique française, les médias, c'est encore les trucs des mélenchonistes. Et donc, apparemment, être étiqueté comme mélenchoniste, c'est pire que être poussé par les Russes, les Qataris ou d'autres médias. Bolloré. Bolloré. Vous pensez qu'un jour, le média arrivera à se défaire de cette étiquette qui lui colle un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock? Ouais, moi, je suis Oui, assez je sûr. crois. Déjà, dans les faits, c'est évident que c'est plus le cas. D'ailleurs, même les éléments qui étaient... Après, il faut être honnête. Moi, je viens pas du tout d'un parcours sur la France Insoumise, pas du tout. Mais jusqu'à très récemment, il y avait quand même des figures qui étaient assez proches de la France Insoumise et qui sont parties récemment. Donc, moi, je ne pense pas qu'on est un média mélenchoniste. Je pense que néanmoins, dans notre audience, il y a des gens il y en a pas mal, beaucoup, qui sont mélenchonistes et je ne vois aucun problème là-dedans. Je pense que, en tout cas, ça me pose beaucoup moins de problèmes qu'être étiqueté en tant que salarié de Bolloré ou autre chose. Et je pense aussi que de plus on avance dans les temps, moins cette étiquette a un poids. D'ailleurs, on le voit déjà assez. On avait été repris récemment, je pense, par Askolovitch. Dans les reprises dernières qu'on a eues, on ne parle plus de médias comme médias mélenchonistes. Voilà, c'est assez rare. Au début, c'est systématique dans toutes les reprises ou dans tous les articles qui évoquaient le média, des termes comme la web télé mélenchoniste. Maintenant, quand on en revoit quelques-uns, ça nous fait rire, mais globalement, on parle plus de web télé indépendante. On a réussi à s'en défaire aussi par les contenus, je pense, parce que je pense que c'est évident pour qui regarde que on n'est pas un média de droite conservatrice, mais bon, je pense qu'il y a quand même tout un éventail de tendances de la gauche et des mouvements sociaux qui fait que on peut difficilement nous réduire à la ligne FI. Et en tout cas, structurellement, on n'a aucun lien. Alors justement, à l'intérieur de la rédaction, il y a des sensibilités différentes en fait sur le plan politique. Est-ce que c'est, c'est ce qu'on peut ressentir sur certains angles choisis. Est-ce que ça pose problème des fois dans le fonctionnement de la rédaction, ou est-ce que justement c'est totalement assumé qu'il y ait des sensibilités différentes et ça pose pas de problème de fonctionnement? Dit autrement, est-ce que y a de l'ambiance dans les comités de rédaction? Ah ouais, bien sûr. Ouais, non, bien sûr, ça peut être souvent des conflits, mais moi j'ai l'impression que en tout cas depuis la dernière crise, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a des opinions sans doute contrastées, mais personne ne soupçonne l'autre on est dans le respect, on est dans la conscience aussi de cette diversité et des débats qui vont avec.
Et je pense que ça va, personnellement. Et par rapport aux conférences de rédaction, vous avez travaillé dans d'autres journaux, donc vous avez connu d'autres types de conférences de rédaction. On a compris que récemment, peut-être que je me trompe, mais on a cru comprendre en tout cas que les conférences de rédaction étaient maintenant ouvertes aux techniciens aussi. Ouais, Alors, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans d'autres médias ou est-ce que c'est un choix qui vient d'être fait là par le média? Comment ça s'est passé cette affaire? alors c'est pas nouveau parce que c'est un truc qu'on fait depuis, je vais dire depuis le début, mais je sais pas, depuis plusieurs mois au moins, depuis la dernière crise. Là, on a juste D'accord. modifié l'horaire pour permettre à tout le monde de venir, que ce soit pas vraiment en milieu de journée. Mais ouais, enfin ça tient aussi au caractère très particulier du projet du média, qui est que les gens qui y bossent, qu'ils soient journalistes ou tout autre métier de la chaîne de production, ben, sont impliqués à titre personnel dans la réussite de ce truc-là et ont des choses à dire sur l'éditorial et sont tout autant légitimes à le faire que les journalistes, quoi. Est-ce que ça se fait dans d'autres médias? J'imagine que certains font ça. Moi, je pense que dans Quelques les médias petites de structures, ça dans doit les, être assez ouais. courant, mais franchement, je ne saurais pas vous dire. Ouais. Après, vous êtes en open space, c'est un petit peu compliqué d'aller confiner dans les petits bureaux ou dans les salles de montage les techniciens pendant la conférence de rédaction. Serge, Oui, oui, je suis un petit peu si tu arrives à te interrompu. dépatouiller Un serveur de ton d'exception problème. qui nous rajoute. Les journalistes, d'habitude, à l'antenne, n'ont pas ce genre de soucis, j'imagine. Nous, on n'est pas des pros, donc voilà. Ouais, au sujet du fonctionnement de la rédaction, justement, vous n'êtes plus forcément sur les lieux, tous, hein, puisque depuis le confinement, il y a eu la distanciation. J'imagine qu'en plus, géographiquement, vous n'êtes pas toujours tous au même endroit. Par exemple, Théo, toi, tu es plus du côté de Bordeaux. Du coup, comment ça fonctionne, tout ça? Globalement, Plutôt bien. ça fonctionne bien parce que depuis le confinement, on a mis en place plein de procédures par Zoom, par mail pour pouvoir bosser à distance. C'est vrai que au-delà vraiment de la prise d'image et du studio, notre métier se prête pas mal à ça quand même. Enfin, notamment moi pour l'écrit, ça s'y prête énormément. Et ça fait tellement longtemps maintenant, plus d'un an et demi qu'on travaille avec ces outils-là qu'on a vraiment acquis un roulement là-dessus qui fait qu'on arrive à fonctionner comme ça malgré la crise sanitaire. Ouais. Du coup, comment vous voyez l'avenir maintenant pour le média? De mon point de vue, il y a beaucoup de points positifs parce qu'on a vraiment renouvelé l'équipe et il y a pas mal de jeunes journalistes qui nous ont rejoints. On essaie vraiment d'avoir aussi beaucoup plus de femmes qui nous rejoignent. Et en ce qui concerne le travail du pôle enquête, je n'aime pas trop cette dénomination du pôle enquête parce qu'on donne l'image d'une rédaction qui a une taille géante et en fait on est tout petit, vraiment, donc c'est plutôt genre un groupe de travail presque. Mais en gros, on a commencé à travailler sur des enquêtes qui devront voir les jours assez bientôt. Donc il y avait celle-là sur l'esclavage à Paris qu'on va continuer à suivre avec Thomas. Il y a une enquête sur la BPI qu'on devrait sortir bientôt. C'est la Banque publique d'investissement qui a été fondée par Hollande et qui en fait ouvre à la destruction du patrimoine industriel français. Et on lance une série on a lancé 2 enquêtes sur des affaires de violences sexistes. Et là c'est très intéressant parce qu'on se lance dans un truc que pour moi, j'avais jamais bossé dessus. Toi non plus, je pense. Et on a eu l'opportunité de bosser sur ces 2 affaires avec 2 pigistes. Et on est en train d'y travailler. Et c'est très, très compliqué. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire. Et ça demande pas mal de temps aussi. Et par ailleurs, c'est pas nous, on est habitué peut-être à des enquêtes qui ont un dossier judiciaire derrière, où il y a des pièces, des documents. Et là, on rentre dans un royaume très compliqué, qui est fait des témoignages, qui est fait de subjectivité, qui est difficile à écrire, qui est difficile à distancier. C'est un exercice extrêmement intéressant. Les décisions de justice ne sont pas neutres du tout aussi. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit bien que dans ces affaires de violence patriarcale, en gros, la justice a énormément de biais sur ces questions. Donc, c'est fascinant pour moi de bosser dernièrement sur ce type d'affaires.
À ce sujet, on voit que pour vos collègues femmes aux médias, passer à l'antenne, c'est pas évident. Ouais. Il y a des retours absolument effrayants sur le plan sexiste, enfin, du harcèlement, enfin, des choses absolument innommables, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on essaie de réfléchir, comment essayer d'épargner à nos collègues ces espèces de raids sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore la solution, mais c'est quelque chose qu'on prend à cœur. Et... Bien sûr, à chaque fois que ces histoires arrivent, c'est pas la première fois, à chaque fois on montre, sans doute, on fait sentir la solidarité du collectif à la personne concernée, mais c'est vrai que nous, pour l'instant, on n'a pas de solution facile. Et sinon, pour revenir sur ce que tu demandais sur l'avenir du média, l'enjeu, ça va être vraiment de réussir à faire comprendre à plein de gens qui ne sont pas encore intéressés par ce qu'on fait et par la façon dont on le fait, que pour moi, c'est limite une opportunité historique inouïe, quoi. C'est une coopérative médiatique de grande ampleur. C'est enfin une ébauche de solution au problème de la propriété des médias. Et, et on travaille pour aider justement ce public qu'on n'a pas touché à se rendre compte que nous, on a une chance inouïe de pouvoir faire ça et qu'on est très très peu aujourd'hui en France à pouvoir bosser en sachant qu'on est structurellement protégé des pressions des pouvoirs financiers ou politiques, quoi. Donc ça, c'est une chance inestimable et je pense pour nous et aussi pour les lecteurs et pour l'information, quoi, parce que pour le coup, on n'est pas achetable, quoi. Sur la partie... Des collaborations avec les abonnés, les copropriétaires. Enfin, moi, je trouve ça vraiment une expérience super intéressante. Je pense qu'en ce moment, on a un enjeu financier, c'est-à-dire là, on doit relancer une campagne pour renflouer un peu les caisses. Les problèmes du média du point de vue financier, c'est que le plus gros défi, c'est un jour de stabiliser les modèles économiques parce que nous, en gros, 2 ou 3 fois par an, on est contraint de relancer une campagne pour renflouer les caisses, permettre de faire des embauches, figer les collaborations. Enfin, sans ces campagnes, en fait, on ne peut pas se développer. Si on ne se développe pas, c'est compliqué. Et donc, les plus gros enjeux sont sans doute la coopérative, mais aussi faire en sorte que ce passage en coopérative soit aussi en stabilisation du modèle économique. Alors, la partie propriété commune des coopérateurs, c'est facile à comprendre. Tout le monde comprend tout de suite ce que ça veut dire et ce que ça implique, notamment en termes d'indépendance, de votre travail notamment. C'est peut-être plus compliqué à comprendre pour savoir comment il peut y avoir une interaction entre les différents types de sociétaires, notamment entre les producteurs de contenu que vous êtes concrètement, les techniciens, les journalistes et l'ensemble des travailleurs, et les sociaux qui sont les financeurs. Il y a beaucoup de discussions, il y a des gens qui ont envie de faire des choses, il y a des gens qui ont des idées qui sont parfois bonnes, parfois un petit peu originales et pas forcément dans le cadre. Comment vous concevez cette espèce de travail en commun avec les sociaux? On peut aussi prendre l'exemple de Marine, qui travaille essentiellement à base de ces sujets proposés par des sociaux et en compagnie des sociaux. Mais vous, peut-être dans votre spécificité de journaliste plus enquêteur, on va dire, comment vous pouvez envisager ou comment vous aimeriez que soit la relation avec les sociaux, s'il doit y en avoir une. Nous, on s'occupe plutôt de la partie éditoriale. Donc, moi, je pense que il doit y avoir une relation avec les sociaux sur la partie qui est diffusion, qui est discussion, etc. Mais ça ne nous concerne pas dans notre travail quotidien. Mais je pense que nous, on peut parler de ce que c'est que la relation avec sur le point de vue éditorial. Donc, tu as cité Marine, je pense que c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire avec les sociaux. Donc, proposer des sujets, comment choisir des sujets, etc. Moi, je pense aussi que les médias, en ce moment, on a un peu une difficulté aussi parce que les médias est très lié aux mouvements sociaux. Donc, quand il y a un mouvement social et qu'on doit bosser dessus, je pense qu'on est vraiment parmi les meilleurs médias en France. On est capable vraiment de suivre de très près un mouvement social important. Je pense que moi, je suis très fier de ce qu'on a fait pendant le mouvement des retraites. On était capable d'être au jour le jour sur les trucs, de donner vraiment une vision différente de ce mouvement social. Et je pense que, en gros, moi, en tout cas, je suis convaincu que tout ce qu'on a fait pendant cette période, ça mérite d'être archivé, d'être gardé pour le futur. Et quand on est sur ce type d'événements, je pense que la relation avec les sociaux est géniale parce que ça te permet vraiment d'être sur plein d'endroits différents avec peu d'efforts, de vraiment produire de l'information avec les sociaux qui sont sur plein d'endroits où nous, on ne peut pas être, où on n'a pas d'infos, ou tout ça.
ça pourrait être un exemple d'une collaboration avec les sociaux qui est très fertile et qui est vraiment sérieuse pour le coup. C'est pas juste faire des reportages aussi, c'est sérieux. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur l'actualité chaude. C'est vraiment quelque chose de très important, je trouve. C'est typiquement ce qui passait avec Marche ou Grève, l'émission, le direct sur la grève, où il y avait pas mal d'images qui remontaient des correspondants en région. Et là, c'est vrai que là, ça a une valeur vraiment importante dans la couverture au jour le jour du mouvement. Et c'était un peu une première dans l'intégration globale et un peu professionnelle à grande ampleur des images des correspondants, quoi. Donc, là, en tout cas, nous, on attend avec impatience le prochain mouvement social pour plein de raisons. Et là où on devrait être prêt et pouvoir faire de belles choses dans la couverture journalistique avec les sociaux aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de trouver d'autres façons de collaborer un petit peu moins violentes. Ouais. Serge? Je me souviens que Philippot avait parlé aussi sur le forum, peut-être de pouvoir ouvrir des extraits de vidéos, enfin, ou des rushs ou des contenus supplémentaires qui seraient accessibles aux sociaux ou aux abonnés, puisqu'il va y avoir une distinction entre les sociaux qui sont sociétaires de la coopérative et puis les abonnés qui vont cotiser sans forcément vouloir être sociétaire. Donc, est-ce que vous avez des projets là-dessus de mise à disposition peut-être de contenu? Ouais, parce que justement, effectivement, j'avais promis qu'il y aurait eu des interviews, puis finalement, on n'a pas eu du tout le temps de les faire, mais on va les faire. Parce qu'en fait, on est obligé par la loi à offrir une contrepartie aux abonnés qui sont juste abonnés. Et donc, on est en train de réfléchir. Il y aura sans doute des interviews supplémentaires, des cuts que nous n'avons pas mis dans un ou un autre. On est en train de réfléchir à d'autres contenus qui pourraient intéresser les sociaux. Pour l'écrit, ça serait peut-être l'équivalent de boîte noire, quoi, le journaliste qui raconte un peu les dessous de l'enquête, les problématiques particulières qu'il a rencontrées. Justement, à propos de la coopérative, il va falloir que les salariés du média s'investissent dans la structure. Et du coup, voilà, est-ce que les discussions avancent entre vous sur la façon dont des membres de l'équipe vont s'investir dans le directoire, dans le conseil de surveillance, etc. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas négliger, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on en est tous conscients et on y réfléchit. On a commencé à en parler un peu. Après, on se trouve dans une situation un peu particulière où, comme disait Philippot, on a une pression financière assez lourde en ce moment. On a eu pas mal de départs récemment et donc c'est vrai que le travail proprement éditorial nous prend pas mal de temps et le boulot des sociaux sur le travail coopératif nous décharge vraiment d'une bonne partie du truc. Mais ouais, on y réfléchit. Qui proposer au directoire, qui proposer au conseil de surveillance, comment articuler, comment inscrire aussi le fonctionnement rédactionnel dans le règlement intérieur de la coopérative. Enfin, c'est des questions auxquelles on réfléchit beaucoup, auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses, mais on espère qu'on va les avoir. En tout cas, c'est un travail hyper stimulant et c'est hyper intéressant de pouvoir construire aussi participer à édicter les règles de son outil de travail. Ce qu'on entend aussi et ce qu'on comprend, c'est que s'il y avait plus de personnel qui travaille aux médias, ça permettrait un petit peu à chacun de libérer du temps pour se consacrer à ça qui est une partie importante du média, mais qui est en dehors du cœur de métier des journalistes ou des techniciens. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps libre. Donc, ceci est un appel à toutes les personnes qui vont voir cette émission là tout de suite ou plus tard, à convaincre leur entourage de devenir sociaux et de soutenir le média, de soutenir la presse indépendante en général et le média en particulier. Nous, en tant que sociaux engagés, notre petit collectif informel, on essaye de donner de la visibilité à votre travail, principalement. Je pense qu'on est quand même pas mal de sociaux, comme vous l'avez dit. Ce que vous attendez, c'est que nous, sociaux, on diffuse le plus largement possible ce travail-là. On entend le message, on va essayer de continuer à faire des émissions comme ça, à faire des zappings, à faire des vignettes rigolotes, à investir un petit peu toutes les plateformes.
Merci beaucoup. C'est super, voilà. C'est génial ce que vous faites. Ça nous fait chaud au corps à chaque fois qu'on voit un zapping. Ça nous fait vachement de bien. Alors, il y a pas que ça. Hein. Il y a les sociaux, on l'a dit, hein, ils font des choses qui sont peut-être un petit peu moins visibles. Vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas. Ouais. Comme les corrections, comme la participation aux instances provisoires en attendant, comme du travail administratif aussi. Il y a pas mal de choses qui sont faites. C'est important que tout le monde le sache. Très bonne émission. C'est très intéressant de découvrir les journalistes du média. Merci. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci à Michel qui était dans le chat et qui a assuré, mais comme jamais. Merci Michel. Merci à Serge Victor et à toute sa famille d'avoir participé. On vous souhaite un bon travail, on souhaite une bonne soirée à tout le monde et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez. Merci beaucoup. Continuez. Merci beaucoup. Super. Ciao. Ciao.